Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir en Cénet Moment. Je sais que vous êtes de partout en train de nous suivre en Cénet Moment. Alors, je vous souhaite que le bienvenu dans cette dans ces nouveaux numéros de votre magazine État de la Nation. Nous sommes le 18 octobre 2022 en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Quel avenir pour l'Union sacrée, la chute de Bunagana, la démocratie et l'état des droits en République démocratique du Congo, les élections 2023. Voici les thématiques que nous avons retenues pour ces nouveaux numéros de votre magazine État de la Nation. Alors, nous allons discuter avec M. John Mayele, cadre au sein du AMDECO, mouvement des démocrates congolais. Bonjour M. John Mayele, bienvenue sur le plateau d'État de la Nation. Alors bonjour Madame Estine, très ravi d'être ici, d'être parmi vos invités. Et je profite pour saluer tous les Congolais de partout ils se localisent. Je profite de saluer particulièrement ma famille politique, le mouvement des démocrates congolais, parti cher à M. Gabriel Monkia, que je suis en train de saluer de là où il est. La génération Monkia avec le coordonnateur Gilbert Eka, je suis en train de saluer M. Patrice, M. José. En tout cas, je suis en train de saluer. Je pense que nous allons parler de la République et puis il n'y a pas de questions taboues. Je suis là pour répondre à toutes les questions qui concernent la République. Très bien, je vous signale aussi, amis téléspectateurs, que nous serons avec M. Variste. Il est encore en route. Alors, d'entrée de jeu, M. John Mayele, je me veux savoir comment va la santé de votre parti politique. Alors, la santé de notre parti politique, qui est le mouvement des démocrates, se porte à merveille, se porte très bien. Nous avons eu à avoir une conférence débat déjà le jeudi passé dont la thématique était les MDECO et le processus électoral où en sommes-nous. Nous avons fait, durant cette conférence débat, nous avons fait une autopsie de la démocratie congolaise des 60 jusqu'à nos jours et nous avons eu à proposer quelques pistes de solutions comme perspective. À part ça, il y a les implantations qui se font de gauche à droite dans les différentes cellules, dans les différentes provinces. Parce que notre président, le M. Gabriel Monkia... Vous êtes planté dans quelle province et quelle province? Nous sommes presque partout. Nous sommes presque partout. Nous sommes au Congo central, nous sommes à Maïndombe, Mongala, nous sommes presque partout. Là-bas, nous sommes en train d'installer. Dans la perspective où notre président, M. Gabriel Monkia, nous a dit qu'il faudrait travailler pour donner à M. Félix Antoine Tshisekedi une majorité absolue. Vu que nous sommes aussi de l'Union sacrée, nous soutenons M. Félix Antoine Tshisekedi. Non, nous sommes l'un des partenaires privilégiés de M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous travaillons dans cette optique-là de donner à M. Félix Antoine Tshisekedi une majorité absolue. Donc actuellement, le mouvement des démocrates congolais est en train d'être redynamisé avec la nouvelle vague qui arrive aussi au sein du parti. Donc si je peux donner en détail et puis plutôt en grosso modo, comment évolue la santé politique du MDECO. Merci beaucoup, M. John Mayele. Amis téléspectateurs, j'avais déjà annoncé le thématique du jour. Alors, comme d'habitude, avant d'aborder les thématiques, nous sommes dans l'obligation de vous informer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Londres pour participer au sommet sur l'Afrique 2022. ACAJ plaide pour la l'abrogation de l'infraction d'offense envers le chef de l'État. Un projet d'ordonnance pour le fonds de soutien et de développement de FARDC soumise au gouvernement. Conflit Tekeyaka, 57 présumés auteurs des massacres de 180 civils arrêtés par l'armée. Délice Sanga regrette le 4 ans de gaspillage de l'alternance mal géré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Élection sous l'ère Tshisekedi, l'enjeu du processus électoral réside dans sa transparence et intégralité, signé grec. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas être réélu en 2023, tribune de professeur. Justice, le président de la Cour constitutionnelle affirme haut et fort que les droits sera dit en toute impartialité en cas de constatation de résultats des élections 2023. Amis téléspectateurs, je l'avais annoncé au début que nous allons devoir discuter avec M. John Mayele en attendant
Messieurs Evariste est encore en route. Nous allons discuter sur la première thématique que nous allons aborder. Quel avenir pour l'union sacrée? Je me relire en papier. Est-ce qu'au merveille, on peut avoir la photo? Dans le cadre de la restitution du climat de la paix, de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, s'est rendu le samedi 15 octobre 2022 dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Sur place, le numéro 1 du parti présidentiel a persuadé ses pairs à se préparer pour offrir un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il aura nullement glissement à la tête du pays et que les élections auront bel et lieu en 2023, mais aussi à ne pas se fier aux infiltrés sous les cachets du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, ou de l'Union sacrée. Alors, Monsieur Diomaye, nous allons déjà aborder la première thématique du jour. Je viens de lire un papier concernant la sortie médiatique d'Augustin Kabouya. C'est quoi votre analyse sur ces sorties médiatiques? Alors, merci madame pour votre question qui est super pertinente. Alors, moi je dirais la première des choses, c'est que M. Augustin Kabouya, étant secrétaire général de l'IDPS, a donné son appréciation. Mais moi, je vais répondre plus à la question où va l'union sacrée ou qu'en est-il de l'union sacrée? Alors, madame, vous devez savoir l'union sacrée, si je vais redéfinir ça autrement, c'est la majorité présidentielle. Alors, il faudrait savoir à l'union sacrée, il y a plusieurs partis politiques qui fait que qu'il y ait plusieurs tendances idéologiques politiques. Alors, actuellement, la meilleure des choses, c'est que nous sommes en train d'aller vers l'autre cycle ou bien les prochains cycles électoraux. Nous sommes en train d'aller encore vers un réaménagement peut-être gouvernemental qu'on appelle un remaniement. Alors, moi je pense que dans cette optique-là, M. Félix Tshisekedi, c'est un perfectionniste ou un réformiste. Il veut bien faire les choses. Alors lorsqu'il veut bien faire les choses, il va faire quoi? Il va seulement fuser à l'union sacrée. Donc les gens doivent savoir. Peut-être il y a certaines personnes qui pensent que l'union sacrée peut se disloquer ou peut se dissoudre. Non, l'union sacrée ne peut pas se dissoudre parce qu'actuellement, c'est la majorité présidentielle. Peut-être l'union sacrée se dissoudra ou se disloquera, peut-être dans les prochains mandats, lorsque Félix-Antoine Tshisekedi aura une majorité absolue à lui. C'est lorsque... mais apparemment, c'est comme si rien ne marche. Non, rien ne marche comme moi, je ne comprends pas. Parce que Kabouya dit qu'il y a des infiltrés. Exactement. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir 9 enfants, il y a 8 enfants qui sont très polis, il y a 8 enfants qui obéissent à vos principes, et le 9e, c'était mal à la tête. Ça existe comme ça. Alors, il faudrait savoir, dans cette sphère dont M. Kabouya parle des infiltrés, il faudrait déjà savoir, il faudrait entrer déjà dans le contenu de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? Moi, je vous ai dit, c'est la majorité présidentielle. Cette majorité est composée de qui et puis comment? Cette majorité est composée catégoriquement de 3 classes politiques. Nous avons les Mobutistes, les Kabilistes et les Tshisekidistes. L'union sacrée est composée d'une configuration de plusieurs partis politiques. Alors, quand vous êtes en train de réunir plusieurs partis politiques pour un fin politique, il y a toujours un problème. Parce que chaque parti politique, déjà, a une soif d'être au pouvoir, parce que vraiment, c'est ça la grande ligne ou la mission originelle d'un parti politique, être au pouvoir et les garder le plus longtemps possible. Chaque parti politique a son idéologie, chaque parti politique a un mécanisme dans lequel il fonctionne. Alors, fédérer plusieurs partis politiques pour avoir une majorité autour d'une personne, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que dans ces partis politiques-là, il y a aussi plusieurs leaders aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui avec notre frère Moïse Katoum, vous voyez combien il y a de divergences. Alors, c'est très compliqué. Alors, moi je pense que dans cet aspect-là, l'infiltration, tout ça, tout ce qu'il est en train de dire, déjà, moi j'ai dit que c'est son appréciation. C'est un monsieur que je respecte. Mais actuellement, l'union sacrée, c'est une machine qui a été lancée. C'est un train qui est en marche. Attendons
qui nous amène jusqu'au prochain cycle électoral. Mon parti politique, le MDECO, parti cher à M. Gabriel Mokia, fait aussi partie de l'Union Sacrée. Alors, nous sommes en train d'avancer. Certes qu'il y a des divergences. Il y aura toujours des divergences parce que il y a des humains, il y a des esprits qui sont là, il y a des intellectuels, il y a une divergence réflexologique. Certes, il y a des divergences, mais nous sommes en train d'avancer. Et il ne faudrait pas prendre ça pour un mal. Hein, parce que là où il y a les intellectuels, il y a des divergences. Alors, mais est-ce que Kabouya pouvait dire ça, lui, il est secrétaire général, pendant que à l'IDPS, peut-être rien ne marche, des gens demandent, plaident pour des cartes de membres et tout, selon les informations. Est-ce que c'est important de tenir ce genre de propos? Alors, moi, je pense que M. Kabouya, c'est un grand monsieur, c'est un monsieur intelligent. Lorsqu'il a dit ça, il sait le pourquoi il a dit ça. Alors, il ne faudrait pas le faire un mea culpa. Je pense qu'il a dit ça parce que peut-être il a voulu l'étaler à l'œil nu pour que la population sache au moins comment les choses avancent. Parce que vous savez, madame, il y a certaines personnes, certains acteurs politiques qui sont des hypocrites. Lorsque vous vous réunissez entre vous, lorsque la population n'y est pas, c'est un autre discours. Et lorsqu'ils viennent vers la population, c'est un autre discours. Ils sont en train de jouer la vie d'un crocodile. Alors, il y a ces genres de personnes, il faudrait essayer de les vous dites ça partant de la sortie médiatique d'Olivier Kamitatou. C'est pour cela que Kabouya aussi a tenu ce genre de propos. Exactement, parce qu'il faut être véridique. Il faut être véridique avec la population. Soit tu es dans le pouvoir, soit tu es hors pouvoir. Si tu es hors pouvoir, tu es dans l'opposition. Si tu es dans le pouvoir, tu es dans la majorité. Étant dans la majorité, tu dois assumer. Étant dans la majorité qui gère le pays aujourd'hui, tu dois assumer les bilans du président de la République. Parce que, pourquoi M. Kabouya l'aurait dit? Parce qu'il y a, vous l'avez dit tantôt, il y a eu des propos venant de M. Olivier Kamitatou qui fustigeait le régime, qui dit qu'ils ne vont pas partager les bilans, mais tandis qu'ils sont dans la gestion, madame. Parce que si vous lisez l'article 93 dit que le ministre est chef de son département. Or, l'ensemble aujourd'hui de Moïse Katumbi, ils ont des ministres. Vous allez demander à M. Félix Tshisekedi d'aller gérer les départements sectoriels des ministres, d'être à la tête ou tout ce qui arrive dans un ministère quelconque, que M. Félix Tshisekedi puisse assumer. Non, parce qu'il y a un ministre qui les gère. Vous allez dire à M. Félix Tshisekedi d'aller assumer les fonctions qu'un gouverneur assure ou un bourgmestre assure. Non, M. Félix Tshisekedi, c'est lui les grands visionnaires. C'est lui les grands visionnaires, il donne des orientations. Et les orientations sont tempérées et exécutées et opérationnalisées par tout ce qui travaille avec lui. Et tout ce qui travaille avec lui aujourd'hui sont des lions sacrés. Donc du coup, tu dois incarner la vision du chef de l'État. Exactement, tu dois incarner et puis tu dois assumer. Quand tu échoues, tu assumes. Quand tu réussis, tu assumes. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, moi je trouve que c'est un monsieur très responsable parce que lorsque ça ne va pas, il assume. Lorsque ça va, il assume. Alors, ceux qui travaillent avec nous, les copilotes, les collaborateurs et j'en passe, ils doivent assurer. Si par exemple nos amis de la Somme voient qu'ils ont une autre manière de voir les choses, une autre manière de gérer la République, c'est clair. Laissez le poste gouvernemental, laissez tout ce qui est gestion aller purement dans l'opposition. Parce que lorsqu'on gère, on n'est pas dans l'opposition. Lorsqu'on est dans la gestion de la chose publique, on n'est pas dans l'opposition. Et dans l'opposition, c'est lui qui n'est pas aux affaires, qui est lui qui ne gère pas la chose publique. Et cette personne qui ne gère pas la chose publique, il a une idée contraire de la gestion par rapport à celui qui est au pouvoir. Donc c'est ainsi que je vais répondre. Merci beaucoup, M. Djoumaïli. Avant d'aborder les sujets de Bunagana, j'aimerais que nous puissions parler de la démocratie et l'état des droits en République démocratique du Congo. Commençons par la démocratie dans la sphère politique, où en sommes nous aujourd'hui avec des arrestations par-ci, par-là, des arrestations des opposants. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie, les fondamentaux de la démocratie sont toujours respectés en République démocratique du Congo, M. Djoumaïli? Vous venez de toucher à un sujet dont nous avons eu à parler le jeudi dans notre conférence. Nous avons fait une autopsie de la démocratie des 60 jusqu'à nos jours. Où en sommes-nous? Vous venez vraiment de toucher. Alors, madame, pour ne pas... Parce que sur la démocratie, il y a tellement à boire et à manger, il y a tellement de choses à dire. Mais je vais être d'une manière simpliste pour essayer de donner quelques orientations. Vous devez savoir une chose, madame. Je vais prendre l'approche médicale.
l'approche médicale, je prends la démocratie comme un être humain. Pour qu'on t'appelle du vivant, il faudrait que tu démontres les signes vitaux. Les signes vitaux, il y a la température, il y a les sangs, il y a la tension, il y a la respiration. Tous ces signes démontrent qu'il y a une personne qui existe, une personne qui est vivante et qui fonctionne normalement. C'est ainsi avec la démocratie. La démocratie étant un concept, il a des indicateurs et des fondamentaux, et ces fondamentaux sont appliqués. Quand ces fondamentaux sont appliqués, c'est lorsqu'on expérimente la démocratie. Ok. Alors, ici les fondamentaux sont respectés. Exactement. L'article 60. Vous dites ça parce que vous êtes de l'Union sacrée, comment? Madame, je vous dis une chose. Allez-y. Naviguons un peu dans l'histoire. 2016, moi j'ai toujours donné cet exemple. 2016, le 31 décembre, l'accord de la Saint-Sylvestre est signé. Parmi les clauses de cet accord, on dit qu'il faudrait libérer ou réouvrir les chaînes de l'opposition qui étaient fermées pendant la période de M. Kabila. Avez-vous vu dans un régime démocratique où on essaye de fermer une chaîne parce qu'il a une tendance contraire au pouvoir? Non. Félix Tshisekedi est venu au pouvoir. Dites-moi la chaîne qu'on a fermée parce que cette chaîne-là avait une tendance contraire à celui du pouvoir. Non. Mais même pas ça, mais nous voyons des arrestations. Il n'y a pas la liberté d'expression et tout. Non, madame, il ne faudrait pas confondre la liberté d'expression et le libertinage. La liberté, quand on dit liberté, là où ta liberté s'arrête, c'est là où la mienne commence. Alors, lorsqu'on dit liberté d'expression, tu dis ce que tu penses, mais ce que tu penses ne doit pas être au-delà des règles du droit. C'est important. Parce que lorsque tu dis des choses qui vont à l'encontre de ce que disent les droits, c'est une infraction. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis les infractions qu'on appelle diffamation. Ça signifie quoi? Tu es en train d'affirmer des choses que tu n'as pas la capacité de démontrer. C'est une infraction. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis, entre guillemets, madame, veuillez m'excuser, madame estime... Monsieur Diomaye, pardon, à l'ancien régime, l'UDPS nous a dit que Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Est-ce que vous avez des preuves? L'infraction, il ne faudrait pas prendre l'infraction politique. Aujourd'hui, la responsabilité pénale est individuelle. C'est comme si vous entrez dans un stade, on insulte les parties intimes d'une femme. C'est une infraction. Il y a plusieurs personnes qui le font. Mais la responsabilité pénale va incomber à qui? C'est ça le problème. L'IDPS, entre guillemets, quand vous dites qu'ils ont insulté, mais c'était collégial. Mais il faudrait maintenant dégager la responsabilité pénale. C'est ça le problème. Ce n'est pas que M. Diomaye a commis un crime, on va venir arrêter ma mère ou mon père. Non. Il faudrait chercher, il semblerait, je n'ai pas dit que j'ai commis, il faudrait chercher la personne de M. Diomaye pour qu'il aille répondre devant les instances judiciaires. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de prendre les régimes comme un régime, je ne sais pas, un régime vétuste. Alors, non. Donc, selon vous, on ne peut pas critiquer ces régimes? Non, madame. Je n'ai pas dit ça. Allez-y. Critiquer nullement dans un nullement. On l'a dit ou on a écrit dans un texte légal ou dans un document que critiquer est une infraction. Nullement. Mais, diffamation, affirmer les allégations sans pourtant avoir des soubassements, c'est une infraction. M. Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président, n'a jamais refusé les critiques. On admet les critiques, exactement. Même là, c'est ce qu'on appelle la liberté des pensées, la liberté de pouvoir les choses. Mais ce que nous on refuse, c'est que tout ce que vous faites doit aller de pair avec les règles du droit. Quand vous faites des choses, ou quand vous dites les choses qui sont extra-légales, qui vont au-delà du droit, vous commettez les infractions. Et quand vous commettez les infractions aujourd'hui, il y a des instances judiciaires qui sont habilitées pour traiter ces genres de bavures, madame. Alors, moi je pense que dans ce genre de choses, la démocratie, actuellement, nous sommes dans un processus plutôt de maturation. Dans un processus où notre démocratie est en train de prendre son ancrage. Parce que même avec la culture politique du peuple congolais, vous voyez qu'il y a une culture politique qui a connu un processus. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de s'accommoder chaque jour avec les mots politiques, s'accommode chaque jour avec la sphère politique. Alors,
Aujourd'hui, même, moi je vous donne un exemple, aujourd'hui c'est devenu, quand on parle des détournements, vous voyez, tous ces aspects. Aujourd'hui, je vais encore vous choquer. Lorsque on doit revendiquer quelque chose, il y a des marches pacifiques qui se font, il y a des grèves qui se multiplient. Or, la grève, c'est un élément, c'est un indicateur de la démocratie. La grève dans l'approche démocratique, c'est un droit. Alors, aujourd'hui, quand il y a des syndicats, le groupe professionnels qui se sentent peut-être menacés par leurs intérêts, ils grèvent, ils font des marches, ils font des procédures administratives pour atteindre les autorités. Alors, mais l'autre fois, nous avons vu avec des médecins, on avait tabassé des médecins. Ils étaient en marche. Exactement, ça c'est un cas particulier que moi j'ai. C'est un cas particulier que moi je n'apprécie pas. J'avais condamné parce que ce sont ces personnes-là qui s'occupent de notre santé. Ces gens, les policiers qui ont commis ces bavures ont été sévèrement sanctionnés en tout cas. Alors moi je pense qu'il ne faudrait pas particulariser la démocratie par rapport à ce que vous avez dit. Dans toutes les démocraties, il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours des cas qui partent au-delà, mais en grosso modo, la démocratie actuellement est en train de connaître... Et selon vous, M. Diomaye, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait de la justice une institution indépendante, selon vous? Alors, si vous personnalisez votre question, moi je pense qu'elle est personnalisée. Vous pourriez me dire, le président de la République comme institution fait de la justice son pilier. Exactement. Là, scientifiquement, je pourrais répondre, parce que vous savez une chose, il y aura un jour Félix Tshisekedi ne serait plus au pouvoir, mais la justice sera toujours élevée. On dira, les précurseurs de cette approche réformiste, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors, M. Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il est venu, il a trouvé une justice en lambeaux. Il faudrait pas... Selon vos analyses. Parce que moi, je reçois parfois des analyses indépendants ici. Ils disent que notre justice n'est pas indépendante. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Allez-y. Mon président à moi, M. Gabriel Mokia, sous les régimes passés et les régimes du père, M. Laurent Désiré Kabila, il a été privé de plusieurs de ses biens, illégalement. Je sais ce que j'ai dit parce que nous avons eu à réécrire la biographie de M. Gabriel Mokia. Il nous a dit beaucoup de choses. On a arraché des choses illégalement. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis en train de vous dire, lorsqu'il est parti en justice, il a rempli toutes les procédures judiciaires. Aujourd'hui, il est en train de récupérer ses biens légalement. Il y a des arrêts de la Cour qui ont été rendus pour lui, pas parce que il est Gabriel Mokia, pas parce qu'il entretient de bonnes relations avec Félix Antoine Tshisekedi, non. Parce que il a deux preuves et la justice a fait son travail. Donc je pense que c'est ça. Donc je pense que la justice actuellement est en train de se relever. Il faudrait donner cette nuance. Mais pourquoi je pose cette question? C'est parce que nous voyons avec des arrestations des cadres des oppositions. Essayez un peu de me donner un cas ou deux cas des arrestations comme ça. Parce que lorsqu'on arrête, madame, allez-y, lorsqu'on arrête, ça signifie qu'il y a une bavure. Il y a une bavure, oui. Cette bavure, on l'appelle infraction. On ne peut pas arrêter une personne sans infraction. Nous avons vu ici avec le programme 100 jours, comment il s'appelle encore, Vital Kamere. Madame. Où en sommes-nous? Mais Jimmy Kitenge, jusqu'à présent, il est toujours à Makala. Kabunda, comment il s'appelle encore? Jean-Marc Kabound. Il est toujours à Makala. La justice n'est pas indépendante selon certaines oppositions, certains opposants. Notre justice n'est pas indépendante. Si la justice n'était pas indépendante, déjà M. Kamere, qui fut directeur du cabinet du président de la République, ne devrait pas être arrêté. Si la justice n'était pas indépendante. M. Kamere étant que directeur du cabinet, c'est la première fois depuis que le Congo qu'un directeur de cabinet du président de la République puisse être arrêté. M. Vital Kamere a été arrêté et j'ai apprécié son sens d'intellectualisme. Il était arrêté après. Il a été arrêté. S'il vous plaît, madame. Vous savez, la justice,
ce sont les procédures et les processus. C'est un mécanisme qui a été déclenché. Il y a un procès. Pourquoi on appelle procès? Quand on t'arrête, on t'amène devant les tribunaux, on dit qu'il y a un procès. Ça signifie qu'il y a un mécanisme qui commence. Ce mécanisme-là subit étape par étape. Alors, M. Kamel, étant intellectuel, il savait que il était présupposé, accusé d'un détournement. Mais dans cette sphère-là, nous étions dans la sphère pénale, où il fallait avoir l'habilité, la capacité de démontrer les vrais détournements. Mais M. Kamel a subi, c'est un processus normal. Moi et vous, nous avons suivi le procès. Et où sont partis cet argent-là qu'on nous avait dit? Alors, madame, réfléchissons étant intellectuel. Le bien, l'argent peut être en espèces ou peut être par des biens immobiliers. Dans cette sphère, dans ces problèmes, on dit que M. Kamel aurait détourné 58 000. Alors, mais il y a une portion des maisons qui a été déjà achetée. Comptabiliser déjà les maisons qui ont été achetées. On dit aussi qu'il y a des conteneurs qui étaient à l'Obito et à Dodoma là-bas. Essayez de comptabiliser, vous allez voir que les 58 millions est équivalent à tout ce qui a été fait, à tout ce qui a été acheté. Je ne défends pas M. Kamel, mais j'ai réfléchi tant qu'un intellectuel. Alors, l'argent ne se valorise pas seulement en espèces. Même ces caméras qui nous filment à un montant, à un coût. Vous allez dire, ces caméras vaut 3 000 $. Ça ne veut pas dire que quand tu prends les caméras, tu casses, tu fais sortir 3 000 $. Non. Mais le coût en espèces de caméra, c'est 3 000 $. Je peux te donner 3 000 $ en espèces, soit je peux te donner une caméra qui vaut 3 000 $. C'est dans cette manière-là qu'il faudrait réfléchir. Aujourd'hui, nous qui passons à la télé, nous qui communiquons à la population congolaise, il ne faudrait pas que nous amenions des hérésies. Il faudrait que nous amenions des choses vraies pour permettre à ceux qui nous suivent à la maison de comprendre. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous parlons des choses vraies. Moi aussi, en fait, maintenant, moi, je vous avance des arguments qui sont véridiques. Lorsque vous parlez du procès Kamel, alors, je vous envoie seulement mes arguments, moi, qui sont véridiques. Et c'est comme ça que ainsi sont parties les choses aujourd'hui. Il y a des infractions où ça touche à la survie étatique. Et il y a des infractions où ça touche aux personnes, et ça touche au bon fonctionnement des institutions. Moi et vous, nous ne sommes pas habilités à qualifier ou à commencer à étudier d'une manière scrupuleuse ces infractions. Ces infractions ont des personnes qui doivent les faire. On les appelle les magistrats, on les appelle les juges, on les appelle les procureurs. Ils sont là pour essayer, pas pour essayer, mais pour étudier la notion infractionnelle. La notion infractionnelle, elle est du droit. Donc, je pense que c'est un petit commentaire que je pourrais donner. Le président Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, dans son mandat, il est venu trouver 3 institutions qui étaient formelles. Les 3 institutions, il y a le président de la République, le Parlement et le Sénat, mais la 4e institution, elle était inexistante. C'était une institution qui était théorique, c'est l'institution pour les tribunaux qui fait allusion à la justice. Donc il a fallu commencer à adopter une approche réformiste au cours des tribunaux. Cette approche réformiste qui, jusqu'à nos jours, continue à faire ses effets. Je parle bien, continue à faire ses effets. C'est une étape qu'on a commencé quelque part, qu'on est en train d'avancer pour arriver quelque part. Merci beaucoup, M. John Mayeli. Alors, on va parler des élections 2023. Déplacement de Joseph Kabila à Lubumbashi, probable retour en 2023. Je me relirai un papier. Joseph Kabila est finalement sorti de sa réserve légendaire depuis une semaine dans sa ferme de Kachamata à la périphérie de Lubumbashi. En effet, les raïs consultent dans le plus grande discrétion. Monsieur Djoumaïli, est-ce que je me reposais cette question parce que parfois ça me dépasse. Est-ce que la constitution de la République démocratique du Congo interdit à un sénateur à vie de revenir encore au pouvoir? Si je vais répondre rapidement à votre question, je dirais oui. Alors, il y a une notion d'incompatibilité des fonctions. C'est ce qui interdirait à un sénateur à vie. On particularise pas les débats, mais on parle du titre sénatorial à vie. Alors, ce qui permettrait aux sénateurs à vie de pouvoir postuler. Alors, si vous voudriez être candidat président de la République, il faudrait
vous démettre de ces titres de sénateur, de cette fonction plutôt de sénateur. Alors, vu qu'on est sénateur à vie, ça signifie quoi? Du fait qu'on vit, on a cette fonction, on jouit de tout ce qui est sénatorial. Donc, c'est impossible de se démettre de ça. Parce qu'on ne cumule pas deux fonctions. C'est parmi les fonctions qui sont incompatibles avec celui du président de la République. Si vous lisez l'article 108, vous le verrez. Donc, il y a une notion d'incompatibilité. Alors, cette incompatibilité-là ne permettrait pas à M. Kabila de revenir, même s'il n'avait pas la notion d'incompatibilité. Vous pensez que le peuple congolais est bête? Non. Mais il est en train d'être chuchoté qu'il va revenir en 2023 comme le candidat. C'est que s'il veut jeter l'argent dans un trou noir, exactement, parce que nous avons une CENI qui est là. Vous pensez, lorsqu'on dépose les dossiers à la CENI va réévaluer les dossiers. Ils ont des experts en matière juridique. Alors, pour que vous soyez validé, étant que candidat, il faudrait remplir les critères. On va voir. Monsieur Kabila Eleki, c'est un ancien président et il jouit de la casquette des sénateurs à vie. C'est incompatible avec ce que vous êtes en train de faire. On ne cumule pas les fonctions de sénateur et celui du président de la République. Non. Vous devez choisir une fonction. Et alors, on est sénateur à vie. Ça signifie si M. Kabila voudrait postuler dans ces pays, il faudrait qu'il meure, qu'il ressuscite. C'est-à-dire qu'il meurt comment? Qu'il meurt à coup fini au loin. Qu'il meurt, oui, qu'il meurt, il reprend un autre nom, il commence à vivre, il opère dans la sphère politique et puis il pourrait postuler. Donc, pour le moment, il ne peut pas abandonner son poste. Jusqu'il mourra, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a une notion d'incompatibilité. Je mets à défi tous les juristes du FCC, particulièrement du PPRD, qui viennent nous montrer une preuve contraire. Il y a la notion d'incompatibilité. Alors, M. Diomaye, avec le temps qui nous reste, est-ce que selon vous, il y aura des élections dans les délais constitutionnels, dans les délais en 2023? Est-ce que selon vous, il y aura des élections avec le temps qui nous reste? Moi, je vous pose la question, même si vous voulez pas. Non, c'est pas vous de me poser des questions. À ceux qui nous regardent. Voilà. Entre la vie humaine et les élections, vous choisissez quoi? Donc, selon vous, quel est votre choix? La priorité, c'est pas les élections. Je vais un peu naviguer. Allez-y. Je vais naviguer un peu dans quelques théories, souffrir. Alors, je prends l'article 16 de la Constitution. Je vais vous poser des articles pour vous montrer là où nous sommes et quelle serait l'option à prendre. L'article 16 et l'article 70. L'article 16 de notre Constitution dit la vie humaine est sacrée. Suivez-moi très bien à la maison. L'article 70 dit que le président de la République est élu une fois, dont son mandat est renouvelable, est élu plutôt pendant un mandat de 5 ans, son mandat est renouvelable une fois. C'est le quinquennat. Donc après 5 ans, il doit avoir élection. Il peut renouveler, oui. Alors, nous sommes maintenant face à un dilemme. La vie et les élections. Actuellement, le pays a un mal. C'est que certes, il y a l'insécurité à l'est du pays, mais il y a une portion de notre pays qu'on appelle Bunagana qui est occupée par les terroristes du M23. Ces terroristes sont en train de tuer et massacrer nos frères. Alors, entre la vie de nos frères et les élections, il y a une notion qui doit venir en avant et l'autre suivre en après. La notion de la prééminence. Monsieur Diomaye, par rapport à mon sens... Vous voulez dire quoi? Cela va nous empêcher d'aller aux élections. Par rapport à mon sens humaniste, je préfère d'abord la vie humaine. Parce que... Dans les élections ne pas. Parce que, je vous dis, si l'humain n'est pas là, si la personne humaine n'est pas là, les élections ne seront aussi pas là. Pour que les élections existent, il faudrait qu'il y ait une personne humaine, une personne qui vit, qui va organiser ces élections et une autre personne qu'on appelle électeur qui doit aller voter. Mais nous sommes là, on peut isoler l'autre parti. Non, ça dérange pas, monsieur Diomaye. Moi, je dis, c'est... Pour moi, je m'abuse, je n'ai pas dit que c'est une infraction, mais... Et là, vous voulez quoi? Demeurer encore en 2023, aller jusqu'à 2028? Je vous dis une chose. Allez-y. Vous êtes en train de... ce que vous dites, vous êtes en train de minimiser nos frères de l'Est. Et puis,
vous êtes en train d'une manière d'isoler le Congo. Si on fait ça, si on fait ce que vous voulez, cette option, ce pays ne sera plus appelé République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que pour que nous soyons République démocratique du Congo, il faudrait 2 345 000 km². Avec Bunagana, c'est lorsqu'on a appelé République démocratique du Congo. Donc si vous dites qu'on isole Bunagana, on aura plus de 2 345 000 km². Mais le président lui-même avait confirmé qu'il y aura des élections en 2023. Mais le président, exactement, nous sommes derrière cette vision. Mais nous, étant que techniciens, praticiens et théoriciens des sciences politiques, nous sommes en train de donner notre vision. Alors, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, le président, c'est un politique qui veut voir les élections, mais nous aussi, nous avançons une thèse. Cette thèse qui dit que entre la vie humaine et les élections, il y a une qui vient avant. Il y a une notion précédente. À notre humble avis, nous pensons que c'est la notion de la vie humaine. Parce que cette notion de la vie humaine fait allusion à la notion sécuritaire. Entre la sécurité et les élections, vous supposez quoi la sécurité? Les théoriciens qui ont parlé de la notion de l'État, la notion contractuelle de l'État, ils vous diront que l'État est né à partir d'un envie sécuritaire. À partir où les hommes se sont dit, il faudrait que nous soyons en sécurité, alors c'est lorsque l'État est né. Les fondements originels de l'État, c'est l'approche sécuritaire, ce n'est pas l'approche électorale. Donc moi, j'ai dit que si aujourd'hui nous devons faire une balance, d'abord penchons vers l'approche sécuritaire et puis les élections, parce que si l'homme n'existe pas... Et là, c'est la proposition du Amdeco, c'est votre proposition... Non, les Amdeco réfléchissent ainsi. Notre président nous a dit ainsi, il faudrait... Vous avez juste transmis les messages. Oui, nous transmettons les messages, nous sommes la bouche autorisée du président Gabriel. Et parce que vous voulez que le Félix-Antoine Tshisekedi demeure encore en 2020. Non, non, on peut pas... Ça, en fait. Non, on est humaniste. Parce que nous voulons les élections. Vous voulez les élections, exact. Alors, je vous pose la question, excusez-moi, la vie humaine n'est-elle pas plus que les élections? Ne vaut-il pas plus que les élections? Parce que la vie humaine, elle est sacrée. C'est les droits les plus fondamentaux du monde. C'est les droits à la vie. Les droits les plus fondamentaux du monde. Et si nous sommes toujours en guerre? Alors, en 2023, si nous sommes toujours en guerre? Vous savez, aujourd'hui, nous l'avions dit, il faudrait commencer à redéfinir les choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait redéfinir. J'ai dit une chose. Les élections vont nous coûter 1 milliard. Bon, il semblerait. Parce que les élections antérieures nous ont coûté 1,8 milliard. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, dans son esprit, veut aller vers des élections qualitatives. Nous partons vers les 2 milliards. Vous savez, si on dit 2 milliards, on évalue ça en termes de construction des écoles. On va construire combien des écoles? Si on évalue 2 milliards dans la construction des routes, achat des bateaux, on va construire combien de... Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses à refaire. Et moi, je pense, aujourd'hui, il y a un combat idéologique entre la vie humaine et les élections. Si la guerre persiste... Mais madame, le choix est clair. Le choix est clair. Pour nous, le choix est clair. Si la guerre persiste, ça signifie que nos frères sont en train de mourir. On ne peut pas faire les élections tant que nos frères meurent. Cette approche-là, c'est une approche qui est définie même théoriquement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je ne fais que l'interpréter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit avancer. La sécurité du Congo est menacée, une portion du Congo est menacée. C'est même la notion de la souveraineté qui est menacée aussi, non? Parce qu'une portion des RDC Bunagana, c'est notre terre, c'est notre territorialité, elle est menacée. Donc, je pense qu'il faudrait être clair. Il faudrait d'abord que la sécurité soit rétablie et puis on passe aux élections. Parce que les élections, c'est les élections où on va faire les élections globales. Lorsqu'on vote un président de la République, on ne vote pas le président de la République pour Kinshasa, ni pour Bas-Congo. On vote un président de la République pour tout le Congo. Alors, pourquoi est-ce que le Bunagana et les autres régions? Donc, la paix, la sécurité valent plus que tout. Et là, je me pose la question, il n'y a pas quelque chose qui est derrière cette guerre? Vous voulez que les élections, qu'en 2023, qu'il n'y a pas des élections, parce qu'il y a quelque chose qui est derrière cette guerre, monsieur Diomaye, je ne sais même pas comment aborder ma question. Il faudrait demander au régime de 18 ans. Ce n'est pas nous qui Non, on était en guerre, mais ce n'était pas de la sorte. Quelque chose derrière cette guerre. Depuis le 2 août 1998, cette guerre a débuté. C'était nous? Non. Nous, on est venu trouver une situation sécuritaire chaotique. Et on essaye de mettre des politiques
qui vont mettre terme à cette situation. Ce n'est pas nous, madame. Ce n'est pas nous. Quand vous dites qu'il y a quelque chose, c'est comme si vous êtes en train d'imputer les responsabilités de cette guerre à nous. Ce n'est pas nous qui l'avons créée. Les personnes qui l'ont créée, certains sont déjà morts d'une manière violente, atroce. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, mais c'est ça, en fait, je me recomprends parce que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez pas que... Vous pensez que cette guerre est bénéfique pour nous? Non. Non, pas du tout. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas organiser les élections en 2023? Mais madame, les autres ont hier organisé les élections. Madame. Mais oui, monsieur Joe Mayele, les téléspectateurs veulent comprendre aussi. Je vous ai dit, Félix Tshisekedi, c'est un perfectionniste. Il veut des élections qualitatives et non quantitatives. Ça signifie quoi? Il veut des très bonnes élections qui ont une dose de qualité très élevée. Alors, nous avons connu déjà 3 cycles électoraux. Les cycles électoraux que nous avons connus antérieurs ont été décriés. Nous avons trouvé, la plupart des personnes ont essayé de trouver plusieurs doses de faiblesse, de non-transparence. Alors, Félix Tshisekedi, faisant la diagnostic, les diagnostics plutôt au pluriel, et ces 3 cycles électoraux, aujourd'hui, il veut aller aussi vers la perfection. Parce que lorsqu'il sera réélu, parce que je sais qu'il sera réélu, nous le soutenons, nous le MDCO. Vous savez déjà. Mais bien sûr, on a cette certitude qu'il sera réélu. Nous sommes politiques, nous travaillons avec un aspect prospectif des choses en tout cas. Ceux qui ne travaillent pas avec l'aspect prospectif, ça ne regarde pas. Nous travaillons avec l'aspect prospectif. Nous savons que M. Félix Tshisekedi sera élu. Donc il veut donner des élections qualitatives. C'est ça en tout cas. Alors aussi, il n'y a pas des élections en 2023. Il va demeurer toujours comme président de la République. Vous savez aujourd'hui, s'il n'y aurait pas élection, il y a une jurisprudence qui existe. Et puis il y a un article de la Constitution qui a prévu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, étant que politologue, il a fallu commencer à réformer, réaménager plutôt notre Constitution. La Constitution. Parce que dans certaines circonstances, la Constitution est muette. Il y a des faits qui sont sociétals, qui sont censés trouver des solutions par rapport aux règles du droit. Mais les règles du droit ne corroborent pas avec les faits sociétals. Donc il faudrait commencer à un réaménagement constitutionnel. Mais pour le cas, on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. En 2015, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle appuyant cet article-là. Ce n'est pas nous, on fait référence à la jurisprudence. Donc, si la guerre persiste, elle va rester. Mais madame, si la guerre persiste, M. Félix Tshisekedi, c'est lui l'institution primaire. C'est lui l'institution numéro 1 du pays. Il reste en avance avec les institutions pour mettre terme. Je vous donne un exemple. Il peut y avoir peut-être dépassement de quelque chose. Parce que vous savez, en 2018 aussi, les élections devaient avoir lieu en 2016. En 2016, il n'y a pas eu les élections. Après 2016, 2018, les élections devaient avoir au plus tard le 18 décembre. On a quitté le 18 décembre, on est venu le 30 décembre 2018 pour les élections. Alors, il y a eu glissement sur glissement. Nous, on ne veut pas copier cela, mais nous le disons par rapport à ce qui est factuel, à ce qui se voit, à ce qui s'est fait. Le pays est buté à un danger. Il y a un danger sécuritaire qui est là. Si tu es Congolais, tu comprendras, tu auras ce sens d'humanisme, madame. Donc, les élections ne sont pas une priorité pour nous, en République démocratique du Congo pour l'union sacrée. C'est ce que vous venez de dire, non? Entre les élections, non, il faudrait donner une nuance. Si aujourd'hui, l'aspect sécuritaire était assaini, les élections doivent être une priorité. Mais nous sommes face à un dilemme. Il y a deux choses qui s'opposent. Il y a deux choses qui sont là. Il y a les élections et l'aspect sécuritaire. Alors, vous, si vous voulez aller voter, on vous dit à Kitambo, un magasin, ça tire des balles. Comment vous aurez à aller voter là-bas? Non. Si on vous dit que vous voulez aller à Matadi-Kibala, à Matadi-Kibala, là-bas, il y a une rébellion intense. Comment allez-vous là-bas? Vous allez arriver là-bas plutôt. Non. L'aspect sécuritaire, je vous dis, est le premier aspect sociétal qu'on doit privilégier. Même l'État qui est né, c'est né à partir de l'aspect sécuritaire. Donc ce n'est pas l'aspect que nous devons. C'est pourquoi on dit la paix et la sécurité relèvent et on appelle ça une mission régalienne de l'État. Vous comprenez? Parce que d'abord la paix. D'abord la paix et la sécurité, parce que
c'est le sous-bâtiment. C'est la racine de toute chose. Les élections, c'est une disposition constitutionnelle, une obligation constitutionnelle, mais je vous dis aussi, le respect, la sacralité de la vie humaine, c'est une obligation constitutionnelle. Les droits les plus fondamentaux, c'est les droits à la vie. Merci beaucoup, M. Djoum Mayele. Amis téléspectateurs, je rappelle que je suis avec M. Djoum Mayele, les quatre au sein du AMDECO, parti cher à Mokia. Gabriel Mokia. Monsieur Djoum Mayele, abordons déjà cette thématique de cette cité de Bunagana. Je me relire un papier, M. Djoumaïle. La cour militaire du Nord qui vous poursuit des colonels de FARDC depuis 5 jours. Ces des officiers sont poursuivis pour leurs responsabilités dans la chute de la cité frontalière de Bunagana, territoire de Rutshuru occupé par le rebelle du M23. Il s'agit de colonels Désiré Lobo et Jean-Marie Diala, qui sont respectivement commandants. La cour militaire reproche à ses officiers 4 chefs d'accusation: la fuite devant l'ennemi, l'abandon des armes et militaires et l'abandon des armes et munitions, violation des consignes et détournement des derniers publics. La prochaine audience est prévue pour le 19 octobre, donc demain. Monsieur Djoumaïli, quelle analyse faites-vous? Alors, madame, dans cette approche, il y a apparemment beaucoup de choses à dire, parce que tout ce que vous avez défini dans le cadre infractionnel, ça existe. Vous savez, pour qu'une personne arrive devant le tribunal, il faudrait qu'il fasse ce qu'on appelle l'infraction. Alors, pour que l'infraction existe, il faudrait définir 3 choses. Il y a l'aspect matériel, l'aspect moral et puis l'aspect légal. Alors, si on réqualifie tous ces 3 éléments, c'est lorsqu'il y a la notion infraction. Donc, ça signifie que si ces personnes sont arrivées devant la cour militaire, au préalable, il y a eu des choses, une infraction ou des infractions. Et les infractions, c'est, moi je vais définir ça peut-être d'une manière primaire, c'est freindre les règles du droit. Tout ce qui est règles du droit, lorsque vos actions sont en contre de ce qui est écrit dans les textes, dans les différents textes légaux, selon la hiérarchie des normes, vous êtes en train de commettre les infractions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a parlé précédemment de l'aspect justice. Donc, je pense que ça va dans la même optique. Ils ont commis des infractions et ils doivent répondre. Parce que, je vous ai dit ici, dans l'approche juridique, il y a une notion procédurale. Donc, on commence de A pour finir à B. On vous instruit, on redéfinit vos infractions. Après, on va vous envoyer devant les tribunaux parce qu'il y a un principe judiciaire aussi, j'ai oublié comment on appelle ça en latin. Pour qu'on te condamne, il faudrait d'abord que tu sois jugé. Quand tu es jugé, après on va te condamner. On ne condamne pas une personne sans pourtant l'entendre, sans pourtant être jugé. C'est ce qui est en train d'être fait. Alors, et moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau sur cet aspect. Ils sont en train de subir la rigueur de la loi. Je pense que c'est dans cette sphère-là que moi je vais répondre à votre question. Alors, qu'est-ce que vous proposez il y a presque 3 mois déjà depuis que Bunagana est sous l'occupation du M23 et l'autre nous avons vu des réformes entre autres au sein de l'armée. Est-ce que vous estimez, vous êtes sûr qu'avec ce genre de réformes, il y aura des élections, il y aura bel et bien la paix à l'est de la République démocratique du Congo et nous allons récupérer cette cité de Bunagana? Madame, je suis très satisfait des réformes de l'armée parce que c'est venu au moment venu. Alors, moi je pense que la première des choses que je pourrais dire, si vous dites que si vous êtes négativiste par rapport à cette réforme, je dirais que vous n'êtes pas congolais. Alors, récupérer la cité de Bunagana, exactement, nous le voulons tous. Parce que lorsque vous êtes en train de définir les missions originelles de l'armée, vous verrez que ça serait la paix tout autour de l'intégrité territoriale, défendre plutôt l'intégrité territoriale. Or, aujourd'hui, il y a
l'intégrité territoriale qui est menacée. La notion de la souveraineté congolaise est menacée. Et lorsqu'on va dans les missions de différentes institutions, nous verrons que c'est l'armée comme sous-système du système étatique qui s'occupe dans cet angle-là. Et aujourd'hui, lorsque nous voulons qu'on puisse récupérer Bunagana, ce n'est que normal. Ce n'est que normal en tout cas. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'armée va faire... Mais jusqu'à quand on va en non, madame, de cette vous savez, cité? la dimension de l'insécurité au Congo, moi je pense que c'est une... Parce que je pense, mais je l'ai toujours dit, c'est une dimension trilogique. Et si nous sommes en train de travailler, comme Félix Tshisekedi, notre président, travaille, il travaille sur toutes les trois dimensions. Il y a la dimension interne, il y a la dimension externe qui est à deux niveaux, qui est sur la dimension africaine, et puis il y a la dimension internationale. Vous savez, déjà dans la dimension internationale, il y a une guerre idéologique pour le Congo. Les capitalistes qui sont des hypocrites depuis très longtemps, qui se battent aujourd'hui avec les communistes pour le Congo, je ne sais pas. Dans la sphère internationale, ceux qui ont l'œil politologique ou internationaliste voient ce qui se passe. Parce que lorsqu'on vote pour l'embargo, il y a les blocs capitalistes qui votent pour l'embargo. Mais il y a les blocs communistes qui s'abstiennent. La Russie et la Chine s'abstiennent de voter pour l'embargo. Ça, ce sont des signaux forts qui disent qu'il y a une guerre idéologique autour du Congo. Pourquoi cette guerre idéologique? Parce que le Congo est une force futurologique. Pour que le monde existe, il faudrait que le Congo existe. Alors, les capitalistes aujourd'hui sont des hypocrites. Quand je parle des capitalistes, je vois les blocs des États-Unis avec ses alliés. Aujourd'hui, sont des hypocrites. Ils essayent de nous tendre la main, or derrière, ils ont un couteau pour nous faire du mal. Les multinationaux aujourd'hui qui transitent ou qui font les business avec les coltons aujourd'hui, la plupart des multinationaux, ce sont des multinationalités à un capitaliste. Mais c'est parce que vous voulez la diplomatie. Non, madame. Pourquoi nous voulons la diplomatie? Parce que la diplomatie, c'est cet aspect légal. Vous voyez, dans les relations internationales, vous allez me faire dire des choses que je ne vais pas dire, mais poussez-moi. Dans les relations internationales, il y a deux courants. Il y a les idéalistes et puis il y a les réalistes. Dans l'angle diplomatique, c'est l'angle idéaliste où on privilégie les règles du droit qui sont au-dessus de toute chose. Donc lorsqu'on doit traiter, on doit traiter par rapport à ce qui est écrit. Et le moyen le plus légal pour que les États puissent traiter en relation multilatérale ou bilatérale, c'est le moyen de dialogue, le moyen pacifique. Les moyens hégémoniques où l'État doit s'imposer par la force, ça c'est l'école réaliste. Ces moyens-là, en tout cas, c'est un moyen banni. Vous avez vu par exemple avec Hitler, lui il a voulu faire imposer une race supérieure, les nazis, une race supérieure, et cette approche hégémonique a échoué. Donc Félix-Antoine Tshisekedi étant un légaliste, parce qu'il a hérité d'une idéologie légaliste de son père. Son père, Étienne Tshisekedi, pour lui, le credo était l'état de droit. Donc il marche dans cette sphère-là, c'est pourquoi il est en train de négocier. Et aujourd'hui aussi, dans la position que la RDC occupe, dans la position peut-être des forces, certes que nous avons une armée qui est quantitative, mais qualitative, nous ne sommes pas encore là. Moi et vous, nous entendons les concepts de trahison. Moi et vous, nous entendons les concepts de brassage. C'est quelque chose qu'on est en train d'élaguer petit à petit. Parce que dans une armée, quand il y a trahison, ça signifie que vous n'allez pas avancer. Lorsque vous montez les stratégies à 3 heures, à 2 heures, vos ennemis, et à 4 heures, vos ennemis sont au courant et c'est difficile pour vaincre. C'est pourquoi M. Félix-Antoine Tshisekedi, sachant tous ces mots, utilise l'angle diplomatique pour plus avancer. Et dans la sphère internationale aussi, c'est l'angle diplomatique qu'on utilise. Mais dans l'angle diplomatique, il faudrait maintenant se faire un sous-courant, ces sous-courants qu'on appelle les lobbying. Les pressions avec vous présenter vos avantages à certains pays pour vous dire que si vous êtes avec nous, nous on vous donne ça. C'est pourquoi nous, au MDECO, notre président l'aurait dit, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait migration des partenariats militaires. Qu'on migre nos partenariats militaires, qu'on parte vers le bloc communiste. Parce que le bloc communiste, nous voyons la Russie, donc nous n'avons pas un passé... Non madame, nous disons des choses... Allez-y, allez-y. Nous n'avons pas un passé historique commun, mais ce sont des gens aujourd'hui, dans la nouvelle technologie, ils sont trop forts. Donc c'est ainsi que peut-être... Merci beaucoup, M. Diomaye. Les amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ces magazines État de la Nation. Alors, M. Diomaye, un dernier mot, vous fixez les yeux, vous regardez votre caméra. Quel message avez-vous pour les Congolais qui vous suivent à ce moment?
J'ai toujours eu un message